je pense qu'il comprend très bien qu'un État d'Israël sert les intérêts américains. Je me permets de citer ce qu'a dit son associé et envoyé Steve Witkoff dans une conférence aux États-Unis il y a à peu près 2 semaines, où il a dit les Israéliens disent souvent, je cite, Thank God, grâce à Dieu pour les États-Unis, et il a dit les États-Unis, mais les États-Unis disent Thank God for Israel, grâce à Dieu nous avons Israël. Autrement dit, Israël sert aussi les intérêts américains. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité pour célébrer un anniversaire, le premier anniversaire du second mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, bien entendu. Et bien entendu, on reste assez ébahi par rapport aux réalisations. On a l'impression que Donald Trump est président des États-Unis depuis 20 ans. Je voudrais que vous nous aidiez à dresser un bilan de cette première année du second mandat de Donald Trump et mieux nous aider à comprendre un positionnement du président américain concernant ce qu'il appelle le MAGA, Make America Great Again. Est-ce que finalement, il n'y a pas une contradiction entre le message qu'il a essayé de faire passer pendant sa campagne électorale, qui semblait être un message plus isolationniste, et puis la politique, on va dire, extrêmement interventionniste que le président américain a menée on va dire, à travers le monde, on va dire Maduro, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et d'autres cercles également. Comment vous expliquez? Est-ce qu'il y a une contradiction ou pas? D'abord, je ne suis pas sûr que sa campagne en termes de politique étrangère était isolationniste. C'était plutôt le slogan America First, l'Amérique d'abord. Ce qui ne signifie pas forcément l'isolationnisme, mais ça signifie, selon lui et selon la façon dont il s'est présenté aux électeurs, mettre fin au statut des États-Unis comme, je dirais, financier du système international et également policier du système international sur le compte du contribuable américain. Ça ne signifie pas que l'Amérique doit cesser d'intervenir, mais selon ses intérêts et pas selon les règles fixées par les autres, on pense en particulier à l'ONU, et pas en payant toujours pour les autres. Et donc, il a obtenu avec un peu d'aide de Vladimir Poutine, évidemment, une augmentation très significative des contributions budgétaires des pays de l'OTAN, en particulier européens, au budget de l'organisation. Et il a redéfini, effectivement, par exemple, les règles du commerce international au-dessus de la tête, j'allais dire, de l'Organisation du commerce mondial, de la World Trade Organization. Et puis ces interventions ciblées ont réussi. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé au Venezuela, mais on a vu également ces frappes déterminantes contre l'Iran en juin dernier, après les succès israéliens. Donc ce n'est pas un président qui va envoyer des troupes avec des boots on the ground, des bottes sur le sol. Mais, encore une fois, je ne pense pas que sa politique, dès le début, était isolationniste. Simplement, elle consistait à dire les États-Unis vont cesser de payer pour les autres et ne vont pas se comporter selon les règles des autres, mais selon ses règles à elles. Mais les États-Unis redeviennent, à travers Donald Trump tout de même, le gendarme du monde. Oui et non. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de gendarme du monde, c'est censé être au nom de certaines règles. Lorsque le président Roosevelt, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avait décrit le système des 4 policiers, the 4 policemen, qui à l'époque n'incluait pas la France et qui est devenu plus tard le Conseil de sécurité, c'était pour que ce policier, ou ce groupe de policiers, applique par la force si nécessaire des règles communes. Dans le cas de Donald Trump, c'est un policier, d'abord, qui agit seul, et qui n'est pas là pour appliquer des règles communes, mais pour appliquer des règles qui arrangent les États-Unis. On le voit par exemple avec le Groenland. Oui. Je veux dire, menacer de conquérir un pays souverain parce que cela est censé servir les intérêts économiques et stratégiques américains, ça n'est pas être un policier. C'est véritablement imposer ses volontés en contradiction du droit international. C'est la même chose pour ces tensions avec le Canada. Effectivement, ces tensions avec le Canada, ces menaces à l'époque, mais qui ne sont plus prises au sérieux, je pense, d'annexer le Canada
aux États-Unis, encore une fois, on voit bien qu'il a un mépris très profond pour les règles, les règles du droit international. Je veux dire, le Groenland est quand même un exemple assez extrême de dire, écoutez, on va tout simplement conquérir et annexer ce pays. Enfin, je veux dire, et puis c'est un membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, je veux dire, par là, cela remettrait complètement en cause l'alliance militaire atlantique si jamais il y avait un conflit au sein de l'alliance. Oui. Alors, il s'avère que ce Donald Trump, semble être un véritable ami d'Israël. Tout le monde même le qualifie, enfin beaucoup de gens le qualifient de meilleur ami, en tout cas c'est Benyamin Netanyahu, on va dire, qui le dit. C'est le meilleur président des États-Unis, le plus proche de l'État d'Israël que l'on ait jamais eu. Est-ce que finalement Israël, effectivement, sous Donald Trump, a un atout majeur? Cette proximité, elle est réelle, elle est particulière, ou alors c'est aussi des intérêts, il y a des avantages, des intérêts? Donald Trump n'est pas un sentimental. C'est un homme d'intérêt et il le comprend. Je pense qu'il comprend très bien qu'un État d'Israël sert les intérêts américains. Je me permets de citer ce qu'a dit son associé et envoyé Steve Witkoff dans une conférence aux États-Unis il y a à peu près 2 semaines, où il a dit les Israéliens disent souvent, je cite, Thank God, grâce à Dieu pour les États-Unis, et il a dit les États-Unis disent Thank God for Israel, grâce à Dieu nous avons Israël. Autrement dit, Israël sert aussi les intérêts américains, et c'est comme ça que Trump le voit. Et je pense que son intervention militaire en juin contre l'Iran était tout à fait typique de sa stratégie, de sa façon dont il perçoit Israël. Il a vu qu'Israël avait le courage d'agir, et avait agi de façon extrêmement efficace et impressionnante. Et là, il est entré dans le jeu en disant je me rajoute à cela. Je ne pense pas qu'il serait intervenu avant Israël. Mais il voit qu'Israël est un atout stratégique pour les États-Unis au Proche-Orient. Et d'un autre côté, n'oublions pas qu'au moment où on se parle, il a constitué son fameux Board of Peace, son conseil administratif de la paix, dans lequel il y a la Turquie d'Erdogan, le Qatar, qui sont des pays véritablement hostiles à Israël et qui n'ont évidemment aucun intérêt à désarmer le Hamas, bien au contraire. Alors justement, donc je pense qu'il a fait des choses extraordinaires pour Israël, mais il ne faut pas non plus trop s'emballer et ne pas oublier que c'est un homme qui pense avant tout, et c'est normal, aux intérêts des États-Unis. Alors justement, on va revenir sur le dossier israélien et la relation particulière entre Israël et les États-Unis sous Trump, mais je voudrais avoir votre appréciation, parce que c'est ce que l'on dit, on sous-entend qu'à travers ce conseil dont Trump a annoncé la formation il y a quelques jours, Trump voudrait créer une sorte d'ONU bis, ou d'un conseil international qui remplacerait cette ONU dont Trump ne raffole pas, il faut bien l'avouer. Alors, je dirais que c'est la meilleure partie de son plan, et si effectivement c'est son intention, je ne peux que l'applaudir des 2 mains. Vous remarquerez d'ailleurs que, d'après certains rapports dans les médias, Emmanuel Macron a refusé de se joindre à ce Conseil de la paix en affirmant que cela risquait de devenir une alternative à l'ONU. Il a raison. Et il faut une alternative à l'ONU. Parce que l'ONU ne fonctionne pas. L'ONU n'est pas adaptée aux défis d'aujourd'hui. Alors il y a de nombreuses raisons à cela. Mais il y a le fait, par exemple, que cette organisation a 193 membres, dont la majorité sont des dictatures. Ça n'est pas une organisation. Dans cette organisation, les pays véritablement libres qui respectent l'état de droit sont une minorité. Quant au Conseil de sécurité, je parlais tout à l'heure du modèle de Roosevelt des 4 policiers. Aujourd'hui, ce Conseil de sécurité ne représente pas la réalité internationale. Pourquoi y a-t-il un siège permanent pour la France et la Grande-Bretagne et pas, par exemple, pour l'Inde, le Japon, le Brésil ou autres? Ce Conseil de sécurité est anachronique, et surtout les vétos respectifs de puissances rivales le bloquent complètement. Et vous imaginez bien que la Russie ne va pas approuver une action militaire contre elle-même après son invasion de l'Ukraine. Donc l'ONU ne fonctionne pas. L'ONU ne fonctionne pas, l'ONU est corrompue. C'est une organisation dans laquelle, je le rappelle quand même, parce que c'est kafkaesque,
ou en 2003, c'est la Libye de Mouammar Kadhafi qui a été élue à la tête de la Commission des droits de l'homme. Oui. Ou la même année, c'est l'Irak de Saddam Hussein qui a été élu à la tête de la Commission pour le désarmement. Donc vous voyez, je veux dire, c'est presque comique, si c'était pas triste, où le soi-disant Conseil des droits de l'homme est dominé par les pires violateurs des droits de l'homme dans le monde. Donc il y a un véritable problème de fond avec l'ONU, et je pense que toute tentative de créer une alternative à cette organisation corrompue et inefficace, toute tentative dans cette direction est la bienvenue. Et la bienvenue, effectivement. Alors, je reviens sur le dossier israélien. D'abord, est-ce que Trump soutient Israël aussi parce qu'à la tête d'Israël, il y a un Benjamin Netanyahou avec lequel il partage d'une certaine manière il y a une communion, on va dire, de destin, peut-être face au monde de la justice, qui attaque tout autant Netanyahou que le président Trump, ou alors c'est aussi une relation d'intérêt? Je pense que l'élément fondamental est une communion d'intérêts entre les deux pays, alors qu'il y ait une relation personnelle, une bonne relation personnelle entre Trump et Netanyahou, sans doute. Et cela ne fait que contribuer à la relation. Mais je pense que Trump s'accommoderait aussi de tout autre dirigeant israélien. Au bout du compte, ce qui importe, ce sont les intérêts communs entre les deux pays. Et encore une fois, Trump est quelqu'un de très transactionnel. Il voit avant tout ses intérêts, peut-être même parfois avant les intérêts des États-Unis. Et je pense que la relation qu'il a développée avec Netanyahou est devenue effectivement une relation très proche. Et puis, on pourrait même rajouter, si vous voulez, l'âge entre les deux dirigeants, parce que ça va être bientôt, il s'approche bientôt des 80 ans. Donc, je veux dire par là, avec la seule différence, c'est que Trump, lui, ne peut pas se représenter à une troisième cadence. Donc, il a aujourd'hui presque 80 ans. Netanyahou s'y approche également. Mais en Israël, il n'y a pas de limitation de mandat. Comme on sait, nous sommes un système parlementaire. Mais l'âge les rapproche également à ce stade. Alors, justement, à propos de la bande de Gaza, est-ce que, rétroactivement, quand on sait que, on va dire, la pénétration de la Turquie et du Qatar à l'intérieur de la bande de Gaza a probablement été le prix à payer pour libérer les otages. Est-ce que vous pensez que le jeu en valait la chandelle pour permettre la libération de tous les otages? Je pense qu'il fallait... la réponse est oui. La réponse est oui parce que pour les otages, il fallait le faire. Et on ne pouvait pas dire non à tout. Mais c'est un mais important, maintenant que les otages ont été libérés, bien qu'il y a encore un otage mort dans la bande de Gaza, malheureusement, il faut tout faire pour limiter la casse. Parce qu'encore une fois, le Qatar et Erdogan ne sont pas là pour désarmer le Hamas, au contraire. Donc il n'est pas question là-dessus. Alors on peut effectivement permettre que voilà, ils soient représentés dans ce soi-disant Conseil de la paix. Mais il n'est pas question, et d'ailleurs le Premier ministre, je crois, était clair là-dessus, il l'a dit hier, il n'est pas question de laisser des soldats turcs et qataris entrer dans la bande de Gaza. Ça n'est absolument pas question, puisqu'ils vont combattre aux côtés du Hamas. Mais limiter la casse, ça veut dire, par exemple, accepter un pouvoir alternatif de l'autorité palestinienne, même si celle-ci ne procède pas aux réformes auxquelles on se serait attendu? Vous savez, l'autorité palestinienne aujourd'hui, Daniel, vous aurez remarqué d'ailleurs qu'on ne voit même plus Mahmoud Abbas en public. Je veux dire, c'est une autorité virtuelle qui n'existe quasiment plus. C'est un régime de fantômes corrompus et donc qui n'est pas du tout pertinent pour gérer la bande de Gaza. Aujourd'hui, la bande de Gaza va être gérée par ce comité international avec un technocrate placé par les États-Unis. Mahmoud Abbas est vraiment, comme on dit en anglais, sur sa dernière jambe. Donc je ne pense pas que le concept même d'autorité palestinienne soit pertinent pour parler du futur de la bande de Gaza. Alors qui pour gérer la bande de Gaza? Encore une fois, pour la bande de Gaza, il va y avoir ce comité international. C'est un genre de board international, de comité administratif et qui va être présidé par les États-Unis et qui va superviser une espèce de gouvernement de facto de technocrates, en fait. D'ailleurs, il y a déjà eu un candidat qui a été nommé. Ça va être une espèce de gouvernement technocratique sur lequel l'autorité palestinienne n'aura pas de la prise, puisqu'elle n'a aucun contrôle sur la bande de Gaza. Donc ça va être véritablement un gouvernement sous l'emprise de ce comité international, une sorte de
une sorte de trusteeship, comme on dit en anglais. Au lieu d'être sous la férule de l'ONU, en fait, ça va être sur la férule de ce comité international qui va agir de facto comme une espèce d'alternative à l'ONU. Et si concrètement, et ça sera ma dernière question, si concrètement le Hamas n'est pas désarmé, on peut envisager une situation dans laquelle la bande de Gaza, sous le contrôle du Hamas, a été rétrécie de 60% environ. Israël contrôle 60% de cette bande de Gaza. La ligne jaune resterait la ligne, on va dire, la nouvelle frontière entre le Hamas, ce qu'il en reste, et l'État d'Israël? Alors, il n'est pas impossible qu'on se dirige vers un statu quo à moyen terme, voire à long terme, similaire à ce que vous avez décrit. Parce que, effectivement, on ne voit pas comment Israël accepterait des nouveaux retraits de la bande de Gaza sans que le Hamas soit désarmé. Or, on ne voit pas vraiment à ce stade qui va désarmer le Hamas. Certainement pas, comme je l'ai dit, le Qatar et l'Égypte, et la Turquie d'Erdogan. Donc il n'est pas impossible qu'un espèce de statu quo s'installe dans la bande de Gaza, où il y aura peut-être des travaux de nettoyage et de reconstruction, de réhabilitation partielle dans la partie contrôlée par Israël, où il y aura une espèce de semi-occupation administrative ou militaire en coopération avec ce gouvernement technocrate supervisé par ce board international. Mais alors dans ce cas-là, il faudra qu'Israël soit très ferme en disant il n'y aura pas d'autres retraites tant que le Hamas est dans la partie qu'il contrôle, au-delà de la ligne jaune. Et puis cela dépendra aussi de l'administration américaine. Est-ce que Trump acceptera cette position israélienne ou non? Mais encore une fois, ce statu quo à moyen terme n'est pas du tout à exclure, et il dépendra, comme je l'ai dit, de la fermeté israélienne et de l'acceptation par Trump d'abonder avec Israël en ce sens. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Navon, de nous avoir éclairé en particulier donc sur ce premier anniversaire du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, année particulièrement fournie et importante, et en particulier, bien entendu, pour l'État d'Israël. Merci beaucoup de nous avoir permis de mieux comprendre cette région. À bientôt. Bonne journée. À bientôt.